moi j'ai une grande crainte des phénomènes de mode, puisque la question du climat, elle est planétaire et elle passe, en tout cas pour le commun de Maliens, elle passe pour un phénomène de mode. Et malheureusement, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une réalité de notre société, c'est une réalité contemporaine et on est obligé de faire avec. Et la question du climat, je pense que je n'ai pas une grande expertise là-dessus, mais j'ai apporté une petite contribution d'une manière ou d'une autre, souvent en appuyant des projets de recherche, souvent en accompagnant des ONG de la place, souvent en participant à des colloques ou à des conférences d'envergure sur la question du climat. Je veux simplement dire qu'il est temps que l'homme malien, je veux dire, qu'il commence à réfléchir son climat. En ce sens que les discours officiels, les discours qui nous viennent de l'Occident, sont souvent tellement haut placés que ce n'est pas digeste du commun des Maliens. Il est temps qu'au niveau village, que les problèmes du villageois soient remontés au niveau national pour que les politiques publiques qui sont élaborées, je parle notamment de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, je parle de la politique nationale de changement climatique, je parle de la politique de développement agricole, je parle de la politique nationale de l'environnement, etc. Que ces différentes stratégies au niveau national soient réfléchies en fonction du vécu, du quotidien du dernier paysan dans le dernier village le plus reculé du Mali. Je dis ça simplement en prenant un exemple. Lorsque nous regardons les différents documents de politique publique dont je parle, et lorsque vous partez sur le terrain, vous écoutez des villageois, le plus souvent, vous sentez qu'il y a un gap, il y a un grand fossé entre la réalité, la perception du villageois sur le climat et ce qui est promu dans ces documents de politique publique. Par exemple, le villageois, pour son quotidien, il a besoin de comprendre comment le cycle de la pluviométrie a changé et comment il peut adapter sa production agricole en fonction de ce changement-là. Mais lorsque cela est traduit en français dans de la littérature souvent théorique dans les documents, le paysan, il ne le comprend pas. Et le plus souvent, les experts qui sont commis pour aller disséminer ces documents auprès de ces villageois, souvent il y a des experts qui disent « Bon, moi je suis formé en France, je ne comprends pas très bien le Sénoufo, le Minyanka, et donc je suis obligé de dire en français. » Et malheureusement, le français ne parle pas aux villageois de Yorosso ou de Koutiala. Et donc, nous avons, dans le cadre d'une de nos activités, puisque je suis aussi responsable d'un groupe de recherche à l'université qu'on appelle le groupe d'études et de recherche en sociologie et droit appliqué, en abrégé le GRSDA. Il est logé dans la faculté de droit public à l'université des sciences juridiques et politiques. Et donc, en partenariat avec le GRET, qui est un groupe de recherche très connu, très réputé en France, nous avons travaillé aussi avec l'ONG Ahmed sur le terrain à Koutiala et à Yorosso, notamment en lien avec l'environnement. On a travaillé sur un projet de gestion décentralisée des ressources naturelles. C'était vraiment dans le sens de prévenir et de mieux gérer les conflits liés à la gestion des ressources naturelles renouvelables au sein des communautés locales, en lien avec les réformes de l'État, notamment la décentralisation au Mali. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a souvent un quiproquo entre ce que la loi officielle prévoit et ce que les pratiques locales au quotidien administrent en termes de règles de gestion des ressources naturelles. Parce que pour la plupart des cas, la loi au sens large du terme que nous avons voulu édicter pour nos communautés, elle est de source d'inspiration
française en réalité. On prend des textes qui sont d'inspiration française et on veut les appliquer à des communautés qui ont une autre appréhension du droit. Parce que le plus souvent, il y a certains qui disent que les villageois ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas le droit. Ils ne connaissent pas le droit qui est importé. Mais ils ont des règles. Ils ont des règles de gestion qui se sont pérennisées depuis des générations et des générations. Et ils maîtrisent ces droits-là. Et pourquoi ne pas aller prendre ces règles-là et les mettre en forme pour que nous soyons dotés des systèmes juridiques et institutionnels mieux adaptés à nos réalités. Et malheureusement, souvent, on se retrouve à des plaquages institutionnels, ce que j'appelle souvent la persuasion institutionnelle, où c'est des systèmes institutionnels officiels qui viennent en superposition aux systèmes locaux et qui font que la mayonnaise ne prend pas au niveau local. Et donc, il est important qu'on réfléchisse désormais pour savoir comment on pourrait prendre les préoccupations locales et les remonter dans la loi officielle. Et dans le cadre de notre groupe de recherche, on a travaillé sur des segments comme ça, où on est parvenu à faire élaborer des conventions locales de gestion des ressources naturelles entre communautés. Et ces conventions locales, souvent, sont butées à la reconnaissance officielle par les textes de l'État. Soit c'est des magistrats qui disent on ne reconnaît pas telle procédure qui n'a pas été respectée, soit c'est des administratifs qui disent non, telle règle, telle forme n'a pas été mise à telle règle, donc il y a des problèmes d'applicabilité. Et ce qui fait qu'on assiste à une fragilité de ces systèmes locaux de régulation de l'environnement qui sont en lien avec les changements climatiques parce que ils essaient de gérer le quotidien du fonctionnement de l'environnement d'après ce qu'ils comprennent. Et donc, il est important que ce quotidien-là aille avec les politiques publiques que j'ai évoquées tantôt. Voilà un peu, pour faire court, quelle est la nécessité et quelle est l'urgence de lier le climat, de réfléchir le climat en malien et de faire en sorte que l'environnement puisse être une préoccupation de tous. On a fait des propositions concrètes. Je pense qu'on a eu une série d'ateliers, on a eu une série de rencontres, puisqu'on a eu des rencontres au niveau village, on a eu des rencontres au niveau cercle, on a eu des rencontres au niveau commune, au niveau région et on a eu des rencontres au niveau national. Et dans ces différents espaces, nous avons essayé de diffuser au maximum les résultats de nos réflexions. Et en termes de propositions, il est important que la décentralisation devienne une réalité pour ce qui concerne les ressources naturelles. Puisque la décentralisation, pour ce qui concerne les ressources naturelles, je ne parle pas des autres secteurs, on pourrait en discuter davantage, mais pour ce qui concerne les ressources naturelles, la décentralisation au Mali reste une proclamation. On est encore dans les vœux pieux, on est encore dans les proclamations, puisque les collectivités, qui sont les communes rurales, n'ont pas les prérogatives de gestion des ressources naturelles du point de vue de la législation jusqu'à présent. Et donc, tous les processus qu'on va imaginer, qu'on va réfléchir et qu'on va mettre en œuvre au niveau local, autant que les collectivités n'ont pas les prérogatives juridiques de gérer les domaines fonciers, on ne pourra pas mettre ces processus-là en place parce que les communautés sont en lien étroit et immédiat avec ces collectivités-là au quotidien. Et donc, jusqu'à présent, les textes qui opérationnalisent la décentralisation du point de vue de la gestion des ressources naturelles n'ont pas fini de sortir du laboratoire de l'État. Et donc, voilà un peu un des goulots d'étranglement de l'effectivité de la gestion quotidienne des ressources naturelles. Autre conclusion, réflexion, nous, on n'a pas de solutions toutes faites parce que a priori, on n'est pas expert sur le technique de l'environnement. Nous, on est expert sur le social de l'environnement et voilà, sur les processus et les hommes. On n'est pas expert sur le technique. Et donc, sans présager sur ce que le technique peut donner, il est important que les communautés, les producteurs ruraux soient éclairés dans un processus de dialogue entre le technique et le politique. Et pour le moment, ce dialogue entre le technique et le politique, et même la recherche aussi, parce que souvent
arrive dans certains milieux où les gens ne savent pas qu'il y a telles activités qui sont menées sur tel sujet, sur tel phénomène dans notre société. Donc, aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à établir un dialogue, installer un dialogue entre le politique, le technique et la recherche, et même les communautés, on n'aura pas commencé le développement. Et pour qu'il soit durable, il faut qu'il soit endogène. Et le développement, pour le moment, il est pensé au niveau national, il n'est pas localement pensé, il n'est pas localement respecté, comme on le dit. Voilà.